Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Mathilde Lemoine, chef économiste groupe Edmond Rothschild, professeur à Sciences Po et membre du Haut Conseil des finances publiques qui a publié les grandes questions d'économie et de finances internationales. 3e édition chez Doboc. Et puis Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. J'ai un auditeur qui trouve que vous êtes un patron de TPE atypique, particulier, et que vous n'êtes pas représentatif des TPE. Je vous dis, je vis dans le monde des bisounours, moi, apparemment. Bon, d'accord. Et puis un autre auditeur qui m'écrit: pour l'avoir vécu, c'est facile pour une société étrangère de pomper les résultats d'une filiale, par exemple en France. Visiblement, il l'a vécu, notamment avec des facturations de frais internes. Mathilde Lemoine, bon, j'ai bien compris votre position. Vous m'expliquez globalement que le risque est de plus en plus porté par le salarié et que notamment le salarié et les salariés collectivement ne sont absolument pas en mesure de se protéger et de demander des comptes à un chef d'entreprise qui aurait commis par le passé des erreurs stratégiques, qui aurait conduit justement à devoir prendre des douloureuses décisions sociales rendues possibles plus facilement par cette réforme. Est-ce que vous pensez que ce qui nous a été annoncé hier, additionné à la loi El Khomri, ça peut véritablement participer au fait que l'on arrive enfin à casser ce seuil de chômage structurel que l'on porte depuis 34-35 ans? Oui, en fait, on peut créer des emplois avec cette loi. Plein de doutais, mais oui. C'est le vrai sujet. Alors, encore une fois, je pense que c'est extrêmement... ça n'est pas possible de tirer des conclusions définitives quand on n'a pas le détail des mesures et la façon dont elles vont s'appliquer pour faire ne serait-ce que des hypothèses et les introduire dans des modèles macroéconomiques qui permettraient de donner un impact sur l'emploi. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre en garde par rapport à ça. En revanche, rappeler que la logique sous-jacente à ce genre de loi, ça vient d'études qui ont été réalisées par l'OCDE en particulier et qui montrent que plus de flexibilité, une sécurisation en ce qui concerne les indemnités de licenciement permettent plus de mobilité sur le marché du travail, et c'est cette mobilité qui permet un ajustement plus rapide des entreprises aux évolutions de conjoncture et aux évolutions technologiques, et qui donc limite justement les destructions nettes d'emplois. Bon. Donc si on regarde ces études, les mesures qui ont été proposées sont de nature à améliorer les créations d'emplois, ou en tout cas à les rendre plus dynamique pour un même taux de croissance. On ne peut rien chiffrer, on ne peut rien fixer dans le temps. À ce stade, ça me semble pas raisonnable. raisonnable. Mais on peut considérer que le lien entre création d'emplois et plus de fluidité, de mobilité sur le marché du travail est quand même quelque chose de validé. Il y a un prix. Si le volet dont je parlais important, c'est-à-dire de faire en sorte que les salariés ne soient pas simplement dégagés au collectif, c'est-à-dire on n'en veut plus dans l'entreprise, c'est le collectif qui s'en occupe avec la réforme de l'assurance chômage, mais on s'occupe pas du tout de savoir quelle est leur adaptabilité, l'amélioration de leurs compétences, etc. Le bémol de ce genre de logique sous-jacente, c'est que ça crée une forme de paupérisation de la force de travail. C'est ce qu'on a vu au Japon. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le salaire moyen est un petit peu plus faible, donc la demande est plus faible, et c'est une des explications de la déflation japonaise, puisque c'est ce qui avait été engagé comme type de mesure, alors moins, je dirais, moins positif que les ordonnances qui ont été proposées au Japon après la récession de 98. Et donc, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire que le volet sécurité, c'est après, il ne faut pas justement se dire que la simple question, c'est de faciliter l'ajustement et la mobilité, mais sans se poser la question de savoir comment les salariés, après, eux, peuvent revenir sur le marché du travail. C'est le vrai sujet. Et l'assurance chômage, vous l'avez cité comme l'autre volet de sécurité, me semble tout à fait insuffisante. Il y a la formation dans le... Oui, mais c'est tout à fait insuffisant. Ça va au-delà de ça. Au-delà de la formation, au-delà de l'assurance Oui, parce que ça va vraiment sur la capacité justement d'accompagner le salarié qui est en gros sorti d'un marché du travail pour non-adaptabilité. Et les accompagner le salarié, c'est bien ça l'idée qui est derrière la formation. Alors la formation des chômeurs dans le programme d'investissement, mais également la réforme de la formation que vous appelez de vos voeux. C'est le logement aussi. C'est parce que plus de mobilité, ça veut dire plus de mobilité géographique, ça veut dire capacité aussi d'accompagnement de la famille. Enfin, c'est un enjeu qui dépasse simplement ce dont vous parlez, et en particulier l'assurance chômage, de mon point de vue. Il y a une réforme du logement à l'automne. Voilà, et pour que ça, au-delà de la création d'emplois, ce soit des emplois qui génèrent une amélioration de la croissance potentielle, on va dire ça comme ça, et une hausse de la demande.
cette contrepartie est extrêmement importante et c'est pas simplement quelque chose à faire un peu plus tard. Je pense que c'est beaucoup plus important que ça, justement, pour que plus de je dis mobilité pour pas dire flexibilité, mais plus de mobilité et de capacité de réaction des entreprises se traduisent en gros par une montée en gamme, par une capacité d'être plus compétitif à l'export et que ce soit quelque chose de positif et par les prix, pas par un dumping de prix. Voilà. J'ai l'impression que la question du logement, la question de la formation, la question de l'assurance chômage sont assez rapidement dans l'agenda politique qui nous attend. Hein. Tant mieux. Bon. Mathieu Plane, est-ce que vous partagez l'idée qu'aujourd'hui les économistes valident le fait que la mobilité, pour ne pas dire flexibilité, sur un marché du travail est quelque chose qui est de nature, sans donner de chiffres, sans dire c'est à horizon 2, 3, 4 ans, de nature à créer des emplois. On l'a. Alors je ne sais pas à quel niveau, Mathieu, vous fixez le chômage structurel français. Certains disent 7, 7,5, 8, 8,5. Bon, il y a un niveau, un plancher sous lequel on n'arrive pas à tomber malgré les reprises économiques. Parce que là, on peut espérer, peut-être, dans 5 ans, 6, être à 6,5, 5,5 de chômage. Pourquoi pas? Alors, moi, je crois qu'il faut absolument pas écarter cet objectif. Il est tout à fait atteignable. Il faut juste rappeler d'ailleurs que début 2008, on était à moins de 7% de chômage. Il n'y a pas de tension inflationniste. Donc, on n'est pas sur un marché du travail qui ne permettrait pas de passer en dessous des 7%. Il n'y a pas eu de grandes réformes structurelles avant 2007. Là, les réformes sur le contrat de travail sont arrivées plutôt après. Là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce que vous avez dit sur la formation, éventuellement le logement, sont plutôt devant nous. Je ne crois pas que la problématique numéro 1 soit la contrainte structurelle. Vous regardez d'ailleurs, globalement, aujourd'hui, et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a une particularité à souligner, c'est effectivement qu'on a plutôt une croissance de reprise quand même. Mais tout le monde valide le mot mais qui reste quand même, aujourd'hui. Si on regarde les chiffres, qui reste quand même extrêmement, relativement molle par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On est quoi? Mais on retrouvera pas. Non. D'accord. Mais sauf qu'avant, non mais voilà, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que du coup, allez, on a une croissance en glissement qui est autour de 1,5, même si on allait à 2. Regardez le rythme annuel de création d'emplois. On est à 300 000. Dans le secteur marchand, secteur privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie française n'a pas de problématique à créer des emplois. Enfin, en tout cas, justement, on a une croissance très riche en emplois. Mais bon, il y a une question qui se pose, c'est qu'on n'a pas de gain de productivité. Ce qui pose la question même de la croissance potentielle à long terme, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée de dire aujourd'hui les entreprises n'embauchent pas, c'est pas ce qu'on voit macroéconomiquement. Avant, il fallait justement une croissance supérieure à 2% pour avoir des rythmes de création d'emplois équivalents à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque part un décalage entre la macroéconomie et ce qu'on voit du côté des chiffres et le discours de dire, en fait, il y a des freins, c'est pour ça que les entreprises n'embauchent pas. Non, pour moi, il y a une problématique qui est importante, c'est effectivement, et les pays qui ont vu quand même leur chômage baisser de façon importante, sont des pays aussi qui ont réussi à générer de l'activité et de la croissance. Donc ce que je veux dire, c'est que soit, effectivement, la croissance est condamnée, on est sur quelque chose, ou finalement une forme de stagnation séculaire, et il va falloir trouver, alors soit vous avez le partage du travail, mais effectivement ça pose des problèmes de compétitivité, un certain nombre de choses, soit vous avez le modèle qui est de dire, en fait, il faut précariser le travail d'une certaine façon. Ce que je veux dire, il y a jamais, enfin la solution, on va dire, idéale, alors le problème c'est on va dire, plutôt des contraintes environnementales, etc. Mais le levier, en tout cas, le plus positif, c'est l'activité, c'est la croissance qui permet de générer de l'emploi. Il suffit elle-même et que non. On pouvait se passer de ce... Non, et voilà. Et donc, la question de la flexibilité, oui, et la flexibilité, elle permet surtout de s'ajuster plus vite au cycle. Donc, c'est vrai que, par exemple, ce qu'on a vu en France, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est qu'au moment de la crise, en fait, effectivement, l'ajustement sur l'emploi a été relativement fort, mais quand on regarde les chutes d'activité, finalement, il n'a pas été aussi fort que ce qu'on a pu avoir en termes de perte. Et donc, c'est eux qui avaient constaté qu'on aurait dû, en théorie, si on était des pays comparables, perdre beaucoup plus et donc, ça s'est traduit par des réductions de marge des entreprises. Et après, l'on refait, on a mis en place le CICE, le pacte de responsabilité, pour restaurer les marges. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, en fait, de la flexibilité, elle se renvoie plus à une question d'adaptation au cycle et finalement de compétitivité et voire de coût du travail. Sur le structurel, pour moi, et là je finirai là-dessus, sur le structurel, la question fondamentale, elle est à mon avis, effectivement, sur la formation, sur les questions d'éducation, sur de recherche. Comment, aujourd'hui, on arrive à monter en gamme sur notre tissu productif et industriel, c'est-à-dire où est-ce que finalement on se situe. On voit que les mesures fiscales, elles ont été assez mal ciblées, assez mal orientées. Il y a un certain nombre de choses à faire là-dessus. Et donc, c'est pas juste parce que vous allez accroître la flexibilité sur le marché du travail que vous allez beaucoup embaucher et devenir compétitif. Mais c'est ce qu'a dit les premiers mots d'Édouard Philippe, c'est ne rêvez pas. Voilà, et donc ça c'est intéressant de souligner, c'est qu'Édouard Philippe a dire le contrat de travail,
c'est pas non plus l'unique déterminant du chômage. Mais alors là, vous voyez, à ce niveau-là, on se dit, est-ce que ça valait le coup de se... Et ben voilà, justement. Oui. On a presque des doutes, Mathilde Lemoine. Non, une chose pour rebondir, c'est qu'on peut quand même aussi mettre, en tout cas dans le débat, le fait que l'amélioration du dialogue puisse permettre justement aussi que ce soit pas simplement pour faire plus d'heures travaillées, moins de salaire, etc., que ce soit aussi les salariés qui puissent demander des comptes au chef d'entreprise sur justement les mesures qu'il est en train de mettre en place ou l'investissement qu'il fait pour monter en gamme et justement développer une compétitivité par le haut. Mais ça n'existe pas dans les ordonnances. Non, mais plutôt la cogestion. Non, mais ce que je veux dire, la cogestion et la présence. Non, c'est-à-dire, c'est là fini. Je dis simplement l'esprit de renforcer le dialogue peut aussi permettre d'avoir un dialogue qui, non pas le dialogue légal formel, mais un échange, on va dire, faut pas employer le mot dialogue qui est connoté, mais un échange un peu plus large et qui soit aussi positif pour aider les entreprises à aller vers une compétitivité par le haut. Et on peut aussi imaginer que les salariés mettent une pression dans ce sens-là, ce qui serait là, pour le coup, vraiment positif pour la croissance. Nicolas, juste 3 choses qui vont un peu dans le sens de tout ce qu'on se dit, mais parce que ça, je suis en train j'ai le pied qui secoue sur la chaise depuis tout à l'heure. Alors, dans l'ordre. Faites court, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Pardon, là, je vous ai dit, on a 2h15. Ouais, non, mais allez-y, un peu plus cash. Très rapide. D'abord, moi, il y a une chose qui est hyper positive, parce qu'il faut quand même, moi, vous me connaissez, je suis un optimiste naïf, je le dis à chaque fois. Hyper positif, il y a un truc qui est chouette quand même là dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une feuille de route. Je prends l'exemple des prud'hommes par exemple, ça y est, on a enfin un truc qui dit que tant d'ancienneté, c'est tant maximum. Très clair. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tous les tribunaux, ils ont chaque faute correspond à un prix. En fait, en gros, vous pouvez vous retrouver sans savoir avec ce qui pouvait vous arriver, etc. Donc moi, je pars du principe, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pars du principe qu'un chef d'entreprise qui a eu un vrai accident prud'homal humain, parce que tous les chefs d'entreprise ne mangent pas des enfants de salariés au petit déjeuner à chaque fois, part du principe que, au moins, il sait ce qui va se passer. Donc il sait le risque qu'il prend, et le salarié sait le risque qu'il prend également. Et donc, les délais sont à peu près. Dans le sens de ce que dit Mathilde, il y a un échange, un dialogue. Au moins, les choses sont plus claires. Et je pense que pour un chef d'entreprise, avoir un peu de visibilité sur cette partie-là, sachant que tout le reste, c'est-à-dire son business, il n'y a aucune visibilité dans le monde actuel, c'est déjà pas mal d'arrêter de se faire des stress sur ces parties-là. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, la deuxième chose, je suis toujours un peu mal à l'aise et j'essaie de comprendre ce qu'essaie de dire Mathilde sur la notion de donner des comptes. Parce qu'attendez, il y a un moyen, depuis l'aube des temps, que ce soit un salarié, que ce soit un riche rentier, que ce soit un jeune créateur d'entreprise comme moi qui suis parti avec rien pour créer une entreprise avec rien, je veux dire à un moment donné, c'est le capital, l'effet d'équilibre. Si demain, tous les salariés français, comme le font les Allemands, comme le font pas mal d'Américains, parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de leur système social, étaient actionnaires de leurs entreprises, soit directement, soit indirectement, par l'épargne salariale, par des fonds d'investissement, par un contrat assurance-vie sur lequel il n'y aurait plus 1500 milliards de fonds euros d'obligations d'État français, à ce moment-là, le dialogue, il existerait. Parce qu'en fait, se créerait, soit sous forme de syndicat, soit sous forme d'association, peu importe, un pouvoir qui est le seul pouvoir qui existe au XXIe siècle dans le monde dans lequel il vit, c'est l'équilibre des forces saines, de l'équilibre du capital. Si demain, il n'y avait plus le salaud de patron qui possède le capital, et puis ces salariés qu'il a mis, comme Michelin le faisait à l'époque, dans ses petits baraquements à côté de son usine pour qu'il évite de perdre trop de temps dans le déplacement, qu'il ait mis un petit hôpital pour les soigner, pas parce qu'il les aime, mais pour qu'ils travaillent mieux dans son usine Michelin, tout ça c'est fini, c'était le 19e siècle. On est au 21e siècle. Donc toute cette flexibilité, sécurité, Nicolas, et je finirai là-dessus, c'est une vraie réforme. Et moi, c'est ça que j'avais compris. C'est ça que j'avais compris. C'est qu'on arrivait à l'aube d'un mouvement où on allait vraiment discuter de transversalité énorme entre la fiscalité, entre les incitations sur les charges patronales, entre les comptes qu'on demandait à des patrons. Les comptes qu'on demande à des patrons, aujourd'hui, c'est quoi? C'est on vous donne le CICE. Mais le CICE, c'est si vous faites des bénéfices. Si votre entreprise ne fait pas de bénéfices, vous prenez quand même la CVAE en amont. Oui, ah oui, mais attendez, Nicolas. Le crédit d'impôt, vous l'avez aussi si vous êtes dans le rouge. Ok, d'accord. Mais ce que je veux dire, Nicolas, c'est que le but, Nicolas, c'est pas d'être dans le rouge, chef d'entreprise, c'est qu'il gagne de l'argent. Et si ses salariés sont actionnaires de son entreprise, et c'est pas, vous avez Jérôme Dédéan qui est assis à cette chaise et qui fait des appels de président du reste. Mais encore une fois, ce ne sera pas valable dans tous les secteurs ce que vous décrivez malheureusement. Ça ne pourra pas exister de manière universelle. On va pas avoir partout des salariés qui seront actionnaires de l'entreprise ou en tout cas de manière significative. Mais ils pourraient le devenir. Bon, l'épargne salariale sous leur forme de leur rémunération. Mais si, Nicolas, un contrat social, changer les droits sociaux.
Et de dire à un moment donné que dans certaines branches, plutôt que d'avoir 24 mois ou 36 mois parce que vous avez plus de 55 ans de droit au chômage, dire de droit à rien faire, vous n'avez pas envie de rien faire. Les salariés au chômage, ils n'ont pas envie d'être au chômage. Est-ce qu'à un moment donné, on peut les échanger avec un compte qui pourrait leur permettre, plutôt que sur les charges qui vont aux ACDIC mal gérées selon moi, enfin au Pôle emploi, l'entreprise augmente la part d'intéressement ou de participation ou augmente une partie en mettant une épargne salariale pour le salarié, pour le protéger, il restera actionnaire de son entreprise. Et même s'il est mis au chômage, il restera actionnaire de son entreprise, comme c'est le cas si vous avez un PE aujourd'hui. Forcément, au bout d'un moment, les salariés se réuniront et auront un pouvoir capitalistique. Et là, au conseil d'administration, cher Mathieu, ils auront un vrai poids. Ils ne seront pas assis juste parce que ça fait plaisir de faire la représentativité, comme c'est le cas en particulier en Suède, où ça ne sert, pour moi, à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà où il faut qu'on aille. C'est pas gagné, mais c'est là où il faut qu'on aille. Complètement d'accord, non, c'est tout à fait. Alors après, avec plusieurs limites, c'est que un des objectifs aussi des évolutions des ordonnances, c'est de justement que la collectivité prenne en charge plus d'assurance chômage quand même. Donc ça veut dire qu'une forme de flexibilité est portée par la collectivité. La collectivité, c'est les impôts. Donc il faut quand même après pas... voilà, avec l'idée que comme ça va créer plus de croissance et plus d'emplois, de fait, on pourra... moins cher, oui. Mais c'est pas... Voilà, si ça marche pas, ça veut dire plus d'impôts. Et on la sait deuxième... pas vraiment comment on paye ce truc encore. Voilà, et le deuxième élément, c'est que je comprends tout à fait votre argument et vous avez raison sur l'importance du capital dans le rapport de force. Mais justement, quand on développe des plateformes de plus en plus où il n'y a pas de capital, comment on peut, justement, où est à ce moment-là, comment on recrée un équilibre entre les différentes parties. C'est pas à vous jouer la poule, le capital, c'est pas l'argent. Oui. Le capital, c'est le capital humain. Voilà, quand vous avez un collaborateur et voilà. Et donc, moi, mon point, c'est ça. Et dans le rapport de force, c'est exactement ça. Entreprise ou qui soit votre salarié, quand vous avez un bon collaborateur en particulier. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça n'est pas que le capital financier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans une société, c'est pour ça que dans une société où de plus en plus le travail qualifié est important, où de plus en plus ce qui est valorisé, c'est le travail qualifié qui ne fait pas des tâches répétitives. On voit bien quelle est l'évolution aussi du marché du travail. C'est là aussi où justement, au-delà de ce qui a été proposé et qui a pour vocation de renforcer le dialogue direct, il faut quand même créer les conditions que le salarié, dans son rapport de force, justement parce qu'il détient le capital humain, puisse avoir une mobilité choisie. Et c'est ça que je trouve qui n'est pas très novateur, en tout cas qui ne prépare pas la société du futur dans ce qui a été proposé. Voilà. Je vais vous poser la question un petit peu, on a un peu moins de 10 minutes pour terminer. Je vais vous poser la question un peu différemment, Mathieu Plane. Il y a un avant. L'ordonnance Pénicaud, j'ai envie de dire que c'était avant-hier, et puis là aujourd'hui il y a un après, parce que là on a bien compris dans le discours du Premier ministre qu'on y allait, que c'était pas négociable, qu'éventuellement si le Conseil d'État sort un petit drapeau rouge, il y aura une virgule changée, mais bon, voilà, il n'y a pas de négo. Vous avez le sentiment que l'après, c'est un progrès ce qui vient de se passer, ou il fallait pas le faire? Je ne vais pas vous amener sur le terrain. Est-ce qu'on est en train de détruire 150 ans de droits acquis? Ça y est, c'est le retour à la France. Mais est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que vous avez le sentiment que la France sera mieux demain, malgré tout, avec toutes les incertitudes macroéconomiques et l'impossibilité de modéliser ça quand on est une économiste sérieuse comme Mathilde Moine qui va... Parce qu'on n'a pas tous les éléments qui le permettent et on ne peut même pas faire d'hypothèse. Là, je suis plus sur le global. Après, je pourrais vous amener sur des mesures précises. On a eu raison de faire ça. Il fallait le faire. Une fois de plus, je pense que le point de sortie est meilleur que ce qu'on pouvait attendre au départ. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu dans la campagne était beaucoup plus dur sur les réformes de marché du travail. Moi, j'avoue... C'est moins pire. Oui, je pense que... c'est moins pire, en fait. Bien sûr. Si FO, effectivement, ressort plutôt, entre guillemets, satisfait de ce dialogue, c'est qu'aussi, ils ont obtenu des choses. Donc, je trouve qu'il y a quand même un point d'équilibre, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Et je ne suis pas sûr que ce soit le problème numéro 1 en France. En tout cas, sur la méthode, on peut quand même saluer le fait qu'on est arrivé à un arbitrage plus ou moins équilibré, même si j'aurais trouvé plus intéressant que, dans le même temps, on parle un peu plus de la sécurité, qui avait été vendue initialement. Et une fois de plus, c'est un peu comme le plan d'investissement global qui avait été vendu face aux économies de 80 milliards qui sont attendues. On a un plan d'investissement de 50 milliards, mais on n'en parle plus beaucoup. Bref, je trouve qu'on attaque, et c'est là, et d'ailleurs je pense qu'on aura un peu ce même problème dans le budget, on attaque vraiment sur les choses qui sont plus en faveur de l'entreprise, en faveur du capital, et moins de l'autre côté sur le salarié, sur les questions des inégalités, etc., qui ont l'air d'être moins dans le débat. D'abord, presque. Alors non, on ne fait pas le plus facile, on fait le plus dur. Et donc, ce que je voulais dire... Pas du tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on aurait pu... Alors, moi, juste en tant... Voilà, c'est pas de la politique, mais en tant qu'économiste, c'est-à-dire que la loi El Khomri était quand même pas une petite chose, quoi. Il y avait quand même...
elle venait juste d'être mise en place. On n'a même pas eu le temps de voir les effets de la loi El Khomri, qu'on était déjà sur cette réforme-là. Je pense qu'il y a aussi une vision assez libérale. Il y a aussi, je pense que vis-à-vis de la Commission européenne, montrer qu'on est bon élève et qu'on est capable de faire des réformes structurelles sur le marché du travail, un certain nombre de choses. Moi, une fois de plus, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est effectivement cette course à la réforme. Et voir, alors une fois de plus, on s'en sort plutôt pas mal là-dessus. Et puis derrière, ça va être quand même bouclé, et socialement, avec quelque chose qui risque d'être des points durs, avec un budget pour 2018 qui va tomber là, au mois de septembre dans les discussions, dans lequel les premiers arbitrages fiscaux, c'est l'ISF, quasiment 4 milliards, hein, le prélèvement forfaitaire unique et la réduction de la dépense publique. Et on a vu les levées de bouclier qu'il y a eu rien que sur les APL ou la question des emplois aidés. Donc ce que je veux dire, c'est que si l'impression qui est donnée, c'est juste effectivement flexibiliser le marché du travail, baisser la fiscalité du capital, réduire les dépenses publiques, et dans lesquelles on verra quand dans les 20 milliards, on commence à parler des APL ou des emplois aidés, alors les sentiments d'inégalité ou en tout cas de justice sociale va réapparaître. Je comprends ce que vous dites. Allez-y, vous n'étiez pas d'accord. Alors, juste Stéphane Voluffel, rapide, parce que je veux que Mathilde me dise si elle pense qu'on sera mieux après qu'avant. Je vais être un peu provocateur, mais les 3 ou 4 points que vient de définir Mathieu, c'est sans doute le seul truc sur les 30 ou 40 dernières années dont vous parliez tout à l'heure, d'enfoncement social, etc., qui n'ont jamais finalement été réellement essayés. Alors là, c'est le libéral qui parle, donc je défends ma paroisse. C'est-à-dire qu'en fait, libéraliser le monde du travail un peu plus, en tout cas le flexibiliser, le rendre plus créer de la mobilité. Oui, c'est-à-dire en gros, est-ce que pour l'industrie, on maintient une certaine couverture des salariés qui souffrent parce que les types ont un salaire finalement assez faible et travaillent dur, les 3-8 sur des chaînes de production? Il n'y a aucun problème, le modèle social, il ne faut pas toucher à ce modèle social-là, c'est un ancien modèle. En revanche, aujourd'hui, le jeune start-upper qui a bac plus 14, qui a une super technologie en programmation informatique, il faut qu'il ait une autre face, il faut qu'il ait le droit de faire différemment. Oui, mais c'est pas pour lui qu'on a fait. Non, mais justement, Nicolas, c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Bon, là, c'était pour moi. La fiscalité du capital, oui, il faut la baisser parce qu'en fait, je le rappelle, mais après, je suis pas économiste, mais j'ai une petite culture économique et c'est pas Jean-Marc Daniel ou d'autres qui vont aller contre ça. Vous avez des économistes, y compris marxistes, qui ont toujours dit que plus on fiscalise le capital, moins c'est dans l'intérêt du salarié, parce qu'en fait, l'intérêt du salarié à un moment donné, c'est qu'il y ait de l'emploi. Donc en fait, après, notre responsabilité à tous, c'est que cet emploi soit bien encadré, bien sécurisé, bien protégé. Mais enfin, s'il n'y a pas d'emploi, vous pouvez avoir toutes les sécurités que vous voulez, mon cher Mathieu. S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'emploi. Pas de capital, on fiscalise le travail. Donc si on fiscalise le travail, on a un petit problème de coût du travail. C'est ce que je veux dire. Non, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de défiscaliser le capital. Il s'agit de lui donner une fiscalité. Non, mais c'est-à-dire que je veux dire. Nicolas, je finis juste, Mathieu, 2 secondes. Ce qu'ont fait les Allemands, bien ou pas bien, et je ne partage pas forcément tout, mais ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont fait un choix qui leur a réussi pour l'instant, en tout cas au niveau de l'Allemagne. Peut-être pas des Allemands, mais de l'Allemagne. Ils ont fait un choix, ils ont dit, plutôt que de faire on va dire, de la valeur potentielle d'un travail, nous allons faire un volume de travail. C'est-à-dire que l'Allemagne va se mettre dans une société de production et d'offres et on va faire beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il y a des emplois précaires? Oui. Est-ce qu'il y a des Allemands qui souffrent? Oui. Maintenant, on me prouve par A x plus B que les Allemands souffrent plus que la France. Je ne dirai plus ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on me dit on va casser le modèle social, je suis désolé, le modèle social en France, il l'est déjà cassé. Il y a déjà des gens qui souffrent et avec ce qu'on dépense en modèle social, vous ne devriez pas avoir des gens en France qui souffrent. Point. C'est juste ça que je veux dire. Voilà. Donc maintenant, on essaye des choses qui sont peut-être un peu plus violentes, mais donnons la chance à se dire, peut-être qu'en ouvrant ça, on va créer plus d'emplois. Plus d'emplois, ça veut dire moderniser, plus de recettes sur cet emploi. Et à ce moment-là, on va éviter d'avoir des chefs d'entreprise, en particulier des grands groupes, qui essaient de pomper leurs filiales françaises pour envoyer l'argent à l'étranger, y compris les GAFA, etc., qui font leur beurre ici et qui se tirent ensuite ailleurs, payer leurs impôts. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait un choix qui n'est pas le bon, selon moi. Voilà. Donc, laissons la chance enfin à cette méthodologie de se dire c'est peut-être dans l'intérêt du salarié à un moment donné de lui donner de la flexibilité et non pas lui faire croire que la flexibilité c'est l'ennemi du travail. Je ne crois pas ça fondamentalement. Mathilde Lemoine, est-ce qu'on a eu raison de faire cette réforme? Est-ce qu'on sera probablement mieux après qu'avant, quitte à tolérer les mots de libéralisme peut-être, qui sont des gros mots en France? N'allons pas jusque-là, flexibilité c'est bien. Oui, encore une fois, je pense que développer le dialogue, sécuriser les indemnités, alors je parle des principes, je parle pas des mesures, après on peut débattre, mais je pense qu'effectivement, ça permet plus de mobilité et peut-être une réactivité plus forte des chefs d'entreprise. Après, ce qui me frappe, c'est que je trouve que c'est un peu une réponse de l'ancienne économie.
C'est-à-dire que comme ça a pris beaucoup de temps, les questions qui se posent aujourd'hui sur le marché du travail, de mon point de vue, sont un peu différentes. Et encore une fois, je pense qu'on sous-estime complètement l'importance de la montée en compétences de la force de travail, le poids social, de cohésion sociale, mais aussi de compétitivité que représentent les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien. Et dans une économie qui est de plus en plus demandeuse de travail qualifié, de compétences transversales, justement, qui est une façon aussi de redonner du pouvoir aux salariés. Il me semble qu'on le continue de le penser comme le volet sécurité des pays du Nord des années 80 et qu'il faudrait aller plus loin que ça pour que ça permette à l'économie française justement de générer plus de croissance et une croissance de qualité redistributive. Voilà. Parmi les éléments, pour terminer, Mathilde, susceptibles de... Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la réforme du Code du travail, il y a beaucoup d'autres éléments, et on a eu des arbitrages fiscaux il y a quelques jours. Le fait de ramener la fiscalité du capital sur une taxe unique à 30%, bon choix, stratégiquement bon, intelligent. Justement, le débat, et je sais que Mathieu Plane voulait rebondir, donc je vais peut-être lui laisser la parole là-dessus. Voilà. Mais il me semblait que quand même, au-delà de la question du transfert de fiscalité du capital ou du travail, il y avait aussi une question de substitution du capital-travail. Et donc, justement, baisser la fiscalité sur le capital est aussi un moyen de renforcer la demande de travail. Voilà. J'ai pas trop compris, mais bon, baisser la fiscalité sur le capital est un moyen de renforcer la demande. C'est pas simplement, voilà. En fait, il n'y aura pas d'augmentation du coût du travail, parce qu'il y aura plus de... À ce moment-là, il va aller mieux une augmentation de la productivité. C'est prévu aussi, on a le calendrier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui va se voir, c'est que... Il faut faire... Juste politiquement, je comprends l'idée. Relancer le débat. La concurrence fiscale sur le capital, effectivement, est très forte. Le capital est mobile et donc il s'inscrit dans cette concurrence fiscale. Ce que je veux dire, c'est que politiquement, dans les premiers arbitrages fiscaux, quand vous avez demandé beaucoup d'efforts budgétaires d'un côté et que les marges budgétaires, vous avez utilisées pour réformer l'ISF ou faire le prélèvement forfaitaire unique qui va profiter au gros patrimoine, aux plus hauts revenus, socialement, ça va poser un certain problème. Je peux peut-être juste expliquer en 2 secondes. Non, mais en 2 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, si le capital coûte trop cher, de fait, ça veut dire que quand on a besoin d'investir, on mobilise beaucoup de profits pour ce capital et on n'en a plus pour embaucher. Et donc, ça peut permettre aussi d'accroître la productivité de l'entreprise. Voilà. Il est certain, ce que vous dites est vrai, Mathieu Plane, si on baisse la fiscalité sur le capital, ISF, capital financier, c'est principalement les plus riches qui en profitent, mais le but, c'est de créer une dynamique d'investissement. Oui, mais ça prend du temps. Et ce que je veux dire, mais il y a bien un moment. Oui, mais d'accord. Mais donc dans les arbitrages, il y avait aussi la taxe d'habitation, il y a les défiscalisations des heures supplémentaires, il y a un certain nombre de choses. Les choix ont été faits d'abord sur le capital et le rendement se fait à très long terme. Et donc, je peux dire juste une phrase. Mais là, Mathieu, autant ils ont bien travaillé sur la réforme du travail en faisant beaucoup de sollicitations, en faisant beaucoup de réunions, etc. Autant sur la fiscalité, en particulier la flat tax, l'ISF, etc. Ils n'ont pas bossé. Donc ça va changer. Tout ce qui s'est dit là n'est absolument pas abouti parce que c'est mal travaillé quand on voit ce qu'ils ont produit hier midi. C'est un peu tâtonné. Sachant que la hausse de la CSG, du coup, les plus hauts revenus sur le capital n'y seront pas soumis, quoi, parce que forcément il y aura une flat tax. Oui, bien sûr. Mais forcément, il y a un moment, il faut accepter des perdants. Il y a un moment, il faut vous réformer. Mais d'accord, mais quand on avait dit baisser les cotisations, augmenter la CSG, normalement les revenus du capital étaient. La fiscalité, on va en parler, on va avoir 3 mois pour ça. Mathilde, là, on guette la formation et la montée en compétences des adultes et des enfants. Ça va venir. Normalement, c'est dans l'agenda. Bon, effectivement, j'ai pas le détail pour l'instant à vous soumettre. Aujourd'hui, c'était Mathilde Lemoine, Mathieu Plane et Stéphane Van Nuffel. On se retrouve lundi à 9h.